Élisabeth II est reine depuis plus de 50 ans. Chef d'État, chef de l'Église d'Angleterre et chef des forces armées, elle a le pouvoir de faire ou défaire un gouvernement, de renvoyer un Premier ministre et de déclarer la guerre. C'est une présence immuable, gardienne de la monarchie dans un monde qui change à toute allure. Quel bilan tirer de son règne? Et quel a été le prix à payer pour se maintenir sur le trône? Ce film examine 10 jours clés de son règne. 10 jours pendant lesquels Élisabeth II a dû décider ce que signifiait être reine. Du jour où elle a compris qu'elle hériterait du trône, au jour où elle a craint d'avoir perdu le soutien de son peuple. It has turned out to be an annus horribilis. Du soir où elle a pleuré pour la première fois en public, à l'après-midi où elle a redouté d'être chassée de chez elle sous les quolibets de la foule. 10 jours qui ont changé la monarchie britannique. 10 jours qui ont fait d'Élisabeth II une reine. « 1936, Elizabeth Windsor, la fille du duc d'York, a 10 ans. Son oncle David vient d'être couronné roi sous le nom d'Édouard VIII. Il espère se marier avec Mrs. Wallis Simpson, une femme divorcée. Mais il est impossible pour le roi, en tant que chef de l'Église d'Angleterre, d'épouser une femme divorcée. Édouard VIII se trouve donc face à un choix cornélien. Mrs. Simpson, la femme qu'il aime, ou le trône du Royaume-Uni. Ce choix décide du futur de sa nièce et façonne la vie morale de celle-ci. Car Mrs. Simpson est sur le point de devenir le membre le plus haï de la famille Windsor. Wallis Simpson avait de nombreuses qualités. Elle possédait une élégance sans pareille, elle était impétueuse, vive d'esprit, drôle. Elle possédait aux yeux du prince de Galles, le roi Édouard VIII, la qualité inestimable d'être américaine et méprisante envers la monarchie britannique. Elle ne manifestait pas cette vénération automatique pour la monarchie que nourrissaient toutes les Anglaises qui l'avaient connue. Elle pouvait le traiter comme un moins que rien. Et je pense que c'était un homme à qui ça plaisait. Il y avait certainement dans leur relation un élément de sadomasochisme et, pour ce que j'en sais, également de sadisme. Cela était-il également le cas dans leur relation physique, nul ne pourrait le dire. Mais il ne fait aucun doute qu'il trouvait du plaisir dans les humiliations qu'elle lui faisait subir et qu'il se complaisait dans le rôle de l'amant servile plutôt que dans celui du monarque omnipotent. On cache le scandale à Élisabeth aussi longtemps que possible, mais il devient évident que son oncle doit soit renoncer à Mrs. Simpson, soit abdiquer. Le 10 décembre 1936, il choisit l'abdication. I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love. L'acte juridique d'abdication est signé le 10 décembre 1936. Il faut bien voir que l'abdication touche au cœur même de la monarchie. Un romancier victorien a d'ailleurs écrit à ce sujet « L'abdication est à un roi ce que le suicide est à l'homme ». Parce que l'idée de renonciation volontaire à la monarchie touche à l'idée même d'une succession automatique, héréditaire. Le 11 décembre, le duc d'York se rend au St. James Palace et est proclamé roi. Il porte le titre de George VI. Élisabeth est désormais l'héritière directe du trône. Quand ses parents lui annoncent qu'ils partent s'installer à Buckingham Palace, elle répond « Comment cela? Pour toujours ?»
L'abdication a stupéfait tout le monde et les princesses ont dû immédiatement prendre conscience que leur vie serait dorénavant très différente. Il allait falloir déménager. Or, aucun enfant n'aime ça, et devoir habiter cet énorme palais au beau milieu de la ville. Elles ont compris que leurs parents seraient moins souvent près d'elles, qu'ils seraient plus occupés et ne pourraient plus leur consacrer autant de temps. La princesse Elisabeth était assez grande pour comprendre tout ce que cela signifiait, notamment pour son avenir. Par bien des aspects, je pense qu'elle a dû vivre cela comme la fin de l'enfance. Humiliée par la crise générée par l'abdication, la famille d'Élisabeth est à présent déterminée à expier la faute d'Édouard VIII. Je pense que la reine, son père, le roi George VI, ainsi que sa grand-mère, la reine Mary, est émue par un sens extrêmement aigu du devoir. Rien ne devait interférer avec ce qu'ils considéraient juste de faire pour le pays. Ce qu'ils jugeaient comme un manquement au devoir chez Édouard VIII a certainement renforcé cette conviction que le pays passait en premier et que leur goût et intérêt personnel passaient au second plan. Le carcan moral des années 30 était relativement facile à porter. On était très moral, on était honnête, on maintenait les valeurs chrétiennes. Mais tout, absolument tout, passait après ce sens de la moralité, ce qui est, je pense, un véritable poison pour la vie de famille. None who had watched the former Duke of York at his father's funeral could have foreseen the events which led to the tremendous burden of kingship to be placed upon his shoulders. Les Windsor décident que leurs besoins doivent passer après les exigences de la monarchie et que dorénavant, ils forment la famille chrétienne idéale. Afin de préserver le futur de la monarchie, on apprend à Élisabeth à mener une vie exemplaire. Le 22 juillet 1939, la princesse Elisabeth est en visite au Royal Naval College à Dartmouth, avec ses parents et sa sœur. Elle a beau n'avoir que 13 ans, on lui cherche déjà un époux, car il est vital que la future reine choisisse un bon prince consort pour sécuriser la lignée des Windsor. Nous étions très honorés. Le yacht royal a fait une entrée majestueuse dans la rivière Dart avant de mouiller. Et là, évidemment, il s'est mis à pleuvoir, ce qui était des plus regrettables. Ce jour-là, la météo n'avait rien de royal. Ils avaient pris une ancienne Rolls-Royce, qui paraissait avoir servi pour des funérailles, pour aller du quai jusqu'à Dartmouth. Parmi les élèves officiers se trouve le prince Philip Mountbatten de Grèce, un jeune homme de 18 ans dont l'oncle, Lord Louis Mountbatten, officier naval plein d'avenir, accompagne le roi et la reine ce jour-là. Mountbatten était on ne peut plus désireux de mettre en valeur et même de resserrer les liens entre sa famille et la famille royale britannique. C'était également un entremetteur né. Il s'enorgueillissait de s'immiscer dans la vie de ses amis et de ses relations. Il essayait de leur imposer son idée du bonheur. Par conséquent, je pense qu'il est plus que probable que, lors de la fameuse visite à Dartmouth, Mountbatten pressentait déjà que cela pourrait un jour mener à quelque chose.
Lord Mountbatten savait parfaitement ce qu'il faisait. Le prince Philippe avait 18 ans, c'était un grand et beau jeune homme. L'effet qu'il a fait à la future reine, qui n'avait que 13 ans quand elle a levé les yeux vers lui, était plutôt prévisible. Mountbatten fait en sorte que son neveu passe le plus de temps possible avec la future reine. Peu importe son jeune âge, l'occasion est trop belle pour la laisser passer. Philippe fait visiter l'école navale à la jeune princesse. Il entreprend même une partie de croquet avec elle. C'était un jeune homme fringant, qui avait vraiment fière allure. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, ils ne voient plus qu'un vieux monsieur. Mais à l'époque, c'était une sorte de viking incroyable, avec des cheveux blonds, presque blancs. Il était sportif, séduisant. C'était vraiment le prince charmant dont tout le monde rêvait. At the abbey door came a greeting from Prince Philip of Greece, who was kept very busy acting as an usher. Prince Philip stands on the right. À la cour, tout le monde n'approuve pas. C'était un Grec qui descendait de la branche allemande de la famille royale, ce qui, pour des raisons évidentes, ne correspondait pas à ce que les gens voulaient dans cette période d'immédiate après-guerre. Et puis, il était réputé avoir des idées bien arrêtées. Il n'était pas du genre à se laisser faire. C'était un homme qui, comme il l'a prouvé tout au long de son mariage, était son propre maître. Pour toutes ces raisons, on se demandait donc s'il pouvait faire un mari idéal. Mais l'oncle du prince Philippe est bien déterminé à préparer le terrain. Il présente Philippe comme le neveu de Lord Louis Mountbatten plutôt que comme le fils d'un prince grec sans fortune. Un jeune homme dont la formation à Dartmouth a fait un vrai Britannique. La princesse Élisabeth n'en démord pas, c'est l'homme qu'elle veut épouser. Le mariage a lieu le 20 novembre 1947. La cérémonie, grandiose, contraste avec le scandale provoqué par Edward et Mrs. Simpson. En ces temps d'après-guerre, Philippe et Élisabeth apportent à la famille royale un peu du glamour qui séduit tant les foules. La veille, on avait donné un bal qui m'avait littéralement ébloui. Vous savez, j'étais une enfant de la guerre et c'était la première fois que je voyais des femmes en robe de soirée avec des bijoux absolument magnifiques. Évidemment, je trouvais ces dames britanniques couvertes de joyaux absolument splendides. Et je me souviens avoir entendu la reine Juliana des Pays-Bas dire d'une voix assez forte: « Oh, regardez comme ces bijoux sont sales. » Je suppose que ces femmes n'avaient pas eu l'occasion de porter leurs bijoux et qu'elles n'avaient pas eu le temps de les faire nettoyer. Mais, à mes yeux, ils étincelaient d'une manière merveilleuse. Toutefois, même si le moment est romantique, son futur métier de reine est plus important que son union avec Philippe. L'oncle de Philippe peut bien se vanter que la maison des Mountbatten règne désormais. L'idée que le prince Philippe pourrait un jour donner son nom à la famille royale est rapidement rejetée. Mountbatten espérait sérieusement, avec ce mariage royal, que la maison Mountbatten-Windsor régnerait sur les îles britanniques, sur le Commonwealth britannique. Mais la reine, sur le conseil, je pense, de ses ministres et avec le fort soutien de sa mère, n'a rien voulu savoir. À ses yeux, la maison des Windsor restait la maison des Windsor, et elle ne voyait aucune raison de changer en ajoutant d'autres titres. D'une manière générale, elle n'aimait pas le changement pour le changement. Sans compter que la maison des Windsor était montée sur le trône fort récemment. La reine ne voyait donc aucune raison de changer aussi vite et de compliquer les choses en ajoutant un nouveau nom à la maison royale. Le 7 avril 1952, la question du nom est définitivement réglée avec une proclamation de la reine. Moi, ainsi que mes enfants porteront le titre de maison et famille des Windsor. Mes descendants qui contracteront des mariages, ainsi que leurs propres descendants,
devront porter le nom de Windsor. Le prince Philippe était absolument furieux. Au sein des 8 dernières dynasties qui avaient régné au cours du dernier millénaire, c'était le titre du mari qui avait servi de nom à la maison royale. C'est le cas de la maison des Saxe-Cobourg-Gotha qui avait résulté du mariage du prince Albert avec la reine Victoria. Et voici que pour la première fois, fait sans précédent, cela n'allait pas se passer ainsi. Le prince Philippe était furieux. Il s'est écrié « Que pense-t-il donc que je suis? Une amibe peut-être ?» C'est la reine en Élisabeth qui a parlé. Garder le nom des Windsor est plus important que tout. La reine a eu une attitude extrêmement ferme avec son prince consort. Lui est le consort avec un petit c et elle est la reine avec un grand R. Il a toujours été maintenu dans un rôle de subalterne. On ne lui a jamais montré des documents secrets, par exemple. On ne lui a jamais permis d'être ce que le prince Albert était vis-à-vis de la reine Victoria, à savoir son secrétaire personnel. Le prince Albert était quasi roi. Le prince Philippe, en revanche, n'a jamais été rien de tout ça, en partie parce que les vieux courtisans ne lui faisaient pas entièrement confiance, et en partie parce que la reine obéit plus que tout à son devoir, et qu'elle pense que c'est son devoir de conduire seule les affaires de la monarchie. Et en partie aussi peut-être parce que c'est un homme, comment dire, assez lunatique, Philippe. Il peut lui arriver de dire la première chose qui lui vient à l'esprit, ce qui n'est pas toujours très diplomate. Elle est donc, avec son air plutôt pincé, beaucoup plus à même de sauver les convenances que lui. Février 1952. Philippe et Élisabeth sont en vacances au Kenya quand ils apprennent la nouvelle de la mort du roi George VI. Élisabeth est reine. Elle doit affronter les devoirs et les responsabilités qui incombent à tout monarque. Pamela Hicks, sa dame d'honneur, l'accompagne dans l'avion du retour. Nous étions sur le point d'atterrir à l'aéroport de Londres. En se penchant par-dessus mon épaule pour regarder par les hublots, elle s'est exclamée « Mais je ne vois pas ma voiture !» Et tout de suite après, « Oh, ils ont envoyé les corbillards !» C'est comme ça qu'elles appelaient les grandes limousines royales, ces immenses monstres noirs, vous savez. Et soudain, je me suis dit, voilà une jeune femme de 25 ans, mariée à un marin professionnel promis à un brillant avenir, avec 2 jeunes enfants. C'est la fin de leur vie privée. Désormais, ils appartiendront au public pour le restant de leurs jours. Le couronnement a lieu à l'abbaye de Westminster le 2 juin 1953. Ce jour-là, Élisabeth prend la pleine mesure de ses nouvelles responsabilités. Dorénavant, elle incarne la nation. I here present unto you Queen Elizabeth, your undoubted queen. Wherefore all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same? Le couronnement était une cérémonie fantastique. C'est une chose qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. Les pairs du royaume étaient bien entendu tous vêtus de leurs habits de gala et de leurs couronnes. Une forte odeur de naphtaline emplissait toute la cathédrale. Les pairs avaient dissimulé un sandwich dans leur couronne, car la journée promettait d'être longue. C'est, je crois, un jour qu'aucun de ceux qui étaient présents n'oubliera jamais.
Voir de ses yeux et vivre cet événement était une expérience merveilleuse. I, Philip, will become your liege man of light and limb, and of earthly worship. In faith and truth I will bear unto you, to live and die. Je revois encore le prince Philippe s'agenouillant devant elle en déclarant qu'il est son vassal, puis se relevant pour l'embrasser et se cognant contre la couronne. Pendant le couronnement, au moment de l'onction, on sent combien la reine se sent profondément investie de son rôle. C'est une femme très pieuse pour qui cela a valeur de sacrement. Profondément chrétienne, Élisabeth reconnaît que le point d'orgue de la cérémonie a été l'onction avec la sainte huile, qui a fait d'elle la servante de son peuple. Elle considère ce moment si personnel et si sacré qu'elle refuse qu'il soit filmé. Thence goes Queen Elizabeth to sit in King Edward's chair for the most sacred rite of her anointing. A canopy was borne over her. Comme le veut la tradition, un dais est étendu au-dessus d'elle par 4 chevaliers de l'ordre de la Jarretière. C'était une façon de se cacher au regard de l'Assemblée, de protéger ce moment sacré. C'est un moment extrêmement intime, une sorte de sacrement. Ensuite, l'archevêque Fisher s'est avancé et a oint les paumes de ses mains, sa poitrine ainsi que sa tête. C'est à ce moment précis qu'elle a quitté son statut d'individu pour devenir l'incarnation de la nation. Qu'elle est passée de reine en tant que femme à reine en tant que souveraine. Elle est devenue une personne à part, dont la vie était désormais de se consacrer à son peuple, quoi qu'il advienne. Qu'est-ce qui justifie le choix de tel monarque? Eh bien, à mon avis, Élisabeth considère que c'est précisément ce serment qui la légitime. C'est à mon avis pour cette raison qu'elle tient tant à rester gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. La signification religieuse de la cérémonie a un impact profond sur la famille d'Élisabeth. Le prix de ce couronnement, tant au niveau de sa vie personnelle que de la monarchie, a été très élevé, parce que la reine et sa famille ont dû se montrer à la hauteur des serments qu'elle avait prononcés à Westminster. Sans compter qu'elle était désormais chef de l'Église d'Angleterre. Un jour, la princesse Margaret a même parlé d'elle comme la représentante de Dieu sur terre. Ce n'est pas rien. Bien entendu, Margaret aussi a dû, à partir de ce moment, vivre en accord avec ses idéaux très très élevés. Or, c'était chose presque impossible. En l'espace de 2 ans, la reine entre en conflit avec sa sœur. Le 21 août 1955, Margaret fête ses 25 ans. Elle espère être enfin assez âgée pour épouser Peter Townsend, un colonel de l'armée de l'air dont elle est amoureuse. Mais le colonel Townsend est un homme divorcé. Moins de 20 ans auparavant, Edward et Mrs. Simpson ont failli ruiner la famille royale. Le mariage de Margaret avec un homme divorcé risquerait de saper l'autorité morale qui est, pour Élisabeth, au cœur de la monarchie. Le devoir passait en premier, le protocole passait en premier, le pays passait en premier. Mais en même temps, elle était très attachée à cette sœur avec qui elle avait grandi dans une enfance isolée et protégée. On peut imaginer que, dans de telles circonstances, n'importe qui d'autre aurait fait tout son possible pour rendre sa sœur heureuse. Or, le bonheur d'une sœur était loin de faire partie des priorités de la reine.
À l'époque, l'avis de l'establishment, si ce n'est de la reine elle-même, était qu'une telle chose était inconcevable. Et on a donné à la reine, dans une certaine mesure, le rôle de celle qui devait interdire à sa petite sœur d'être heureuse. Elle n'aurait donc pas été humaine si elle n'avait pas ressenti de la culpabilité à propos de cette affaire. La reine a toujours placé son devoir et ses obligations au-dessus de tout le reste. Or, ce n'est pas ce qu'elle faisait avec sa sœur cadette. Buckingham Palace prend conseil auprès du Premier ministre Anthony Eden, lui-même divorcé. Lui et la reine partagent le même avis. Un membre de la famille royale ne peut se permettre une telle relation, et tous les deux refusent d'approuver le mariage. The following statement has just been issued from Clarence House by Her Royal Highness Princess Margaret. I would like it to be known that I have decided not to marry Group Captain Peter Townsend. Mindful of the Church's teaching that Christian marriage... Le 31 octobre 1955, Margaret doit renoncer à son amour pour le colonel Peter Townsend. La reine a bien fait comprendre que la continuité de la monarchie et son rôle de gardienne de la foi étaient plus importants que tout. Elle a rejeté les prétentions de son mari concernant son nom de famille. À présent, elle fait obstacle au bonheur de sa sœur. En accédant au trône, la reine est également devenue chef de l'État et des forces armées, la souveraine d'un pays fier de sa puissance militaire et de sa démocratie parlementaire. Mais en l'espace de 3 ans, elle apprend que son rôle de chef d'État est limité, quoi qu'en dise la Constitution, et que le pouvoir impérial britannique touche à sa fin. Le 26 juillet 1956, son Premier ministre Anthony Eden donne un dîner officiel au 10 Downing Street. Ses invités sont le roi Faisal d'Irak et son Premier ministre Nouri al-Saïd. Au beau milieu du dîner, on remet au Premier ministre britannique une note lui annonçant que le président d'Égypte, Nasser, a nationalisé la compagnie qui gère le canal de Suez. À l'époque, le canal de Suez, qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge, contrôle 80% de l'approvisionnement pétrolier destiné à l'Europe occidentale. Les principaux actionnaires de la compagnie sont français et britanniques. À présent, Nasser veut profiter seul des bénéfices. Cette nationalisation constitue une menace directe pour les intérêts franco-britanniques dans le canal. Aussitôt, Anthony Eden interrompt le dîner et convoque ses ministres pour une réunion de crise. Il a convoqué le chef d'état-major de l'Empire et tous les gradés. Les hommes arrivaient de dîners en ville, certains étaient en tenue de soirée, d'autres portaient le nœud papillon blanc et la queue de pie. Gaitskell, le leader de l'opposition, était également présent. La réunion a duré jusqu'à 2-3 heures du matin. Ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour prendre des décisions précipitées. Le cabinet n'a pas l'intention de se laisser malmener par un chef d'État étranger. Les ministres ont en mémoire le fiasco de Munich en 1938, quand Anglais et Français croyaient amadouer Hitler. Ils ne veulent pas commettre l'erreur de Chamberlain. C'est alors que le gouvernement français propose un plan secret. Au lieu d'attaquer directement l'Égypte et de risquer un conflit généralisé au Moyen-Orient, Israël lancera l'offensive. Les troupes françaises et britanniques interviendront alors pour séparer les combattants et en profiteront pour réoccuper le canal, tout en prétendant agir en artisans de la paix. C'est une stratégie risquée qui réclame le plus grand secret. Un secret que le Premier ministre ne peut pas révéler, même à la reine.
A-t-elle été mise au courant, par exemple, de la collusion avec Israël ? Israël devait attaquer l'Égypte, puis la Grande-Bretagne devait intervenir militairement pour séparer les combattants. Tout ceci était arrangé à l'avance par Eden avec les Israéliens. Impossible à dire, mais je n'y crois pas. Je suppose que la reine l'a averti gentiment, mais à cette époque, Eden avait pris le mort aux dents. D'ailleurs, beaucoup pensaient qu'il était devenu fou pendant la crise de Suez. Il était on ne peut plus déterminé à mettre à bas Nasser. À ses yeux, Nasser était un nouveau Mussolini, voire un nouvel Hitler, et devait par conséquent être écrasé. Il n'écoutait plus personne, pas même la reine. Ce qui est sûr, c'est que l'ampleur de la collusion avec Israël n'est pas révélée au Parlement. Mon grand-père était alors chancelier de l'Échiquier, et il ignorait totalement que cette opération allait avoir lieu jusqu'à ce que Miles Thomas, le directeur de la compagnie aérienne nationale, lui téléphone et lui demande « Dis donc Harold, qui va payer tous les avions que le gouvernement est en train de nous commander ?» Ces avions devaient rejoindre la Jordanie ainsi que d'autres pays. J'ignore jusqu'à quel point Anthony avait informé la reine. Il était certainement bien obligé de le faire avant d'engager ses troupes dans une action militaire, mais aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment jusqu'à quel point la reine était informée. Idem pour les autres membres du gouvernement. Israël passe à l'offensive le lundi 29 octobre 1956. Les forces françaises et britanniques commencent leur invasion 2 jours plus tard. La reine est mal à l'aise. Elle séjourne alors chez Lord Louis Mountbatten, qui a été promu chef d'état-major de la flotte. Mountbatten pense que la stratégie du gouvernement est une erreur. Par chance, la reine se trouvait à Broadlands quand la crise de Suez a éclaté. Mountbatten s'est empressé de rentrer chez lui. Il était si véhément dans ses vues sur Suez et si prompt à en faire part à son entourage qu'il est inconcevable que la reine n'ait pas entendu un avis très négatif sur l'action d'Eden. Mon père était intimement persuadé que l'affaire de Suez était une erreur absolue. À l'époque, il était commandant en chef de la flotte britannique de Méditerranée, ce qui représentait bien sûr une position stratégique, car Suez était au sud de cette zone. Il devait tenir la flotte prête à lever l'ancre dans la minute, bien qu'il fût à 100% contre cette intervention. Mais en tant que militaire, il n'a évidemment jamais mélangé politique et fonction, et a obéi aux ordres. Malgré l'avis de Mountbatten, la reine ne peut rien faire pour arrêter la course des événements. On discute à présent de la crise aux Nations Unies, à New York. À l'époque, j'étais jeune, naïf, presque idéaliste. Je pensais Anthony Eden était le meilleur ministre des Affaires étrangères que nous ayons eu depuis longtemps. C'est un homme adroit. À présent, il est Premier ministre, il connaît bien le Moyen-Orient. Ce qu'il fait n'a aucun sens pour nous ici à New York, mais nous ne sommes pas au courant de tout. Cet homme doit forcément avoir un plan en béton. Il doit savoir ce qu'il fait. Il veut reprendre le canal de Suez, d'accord. Mais qui gouvernera l'Égypte ensuite? Il doit avoir les réponses à ce genre de questions. Mais progressivement, nous avons commencé à comprendre qu'il n'y avait pas de plan du tout et que c'était vraiment une erreur. Au bout de 3 jours, les Américains demandent instamment un cessez-le-feu, arguant qu'il est à la fois inopportun et contraire à l'éthique d'envahir un pays du Moyen-Orient sans mandat de l'ONU. Les Britanniques sont humiliés et la reine n'a pas été en mesure de faire quoi que ce soit. Le pays n'est plus considéré comme capable de mener une guerre sans le soutien international. Dans le domaine des affaires internationales, il ne peut plus prétendre donner des leçons de morale. La crise de Suez a été lourde de sens pour tout le pays, mais particulièrement pour la reine. Elle était devenue reine lors des derniers jours de l'Empire. Elle était une figure de l'Empire.
C'était son enfance. Elle était devenue reine alors que l'Empire existait encore. 1956 a fait l'effet d'un électrochoc, c'est incontestable, sur l'ensemble de l'establishment britannique, y compris sur le monarque, c'est-à-dire le sommet de l'establishment britannique. Cela a remis en question le rôle de la Grande-Bretagne dans le monde, car il était manifeste que les Britanniques et les Français avaient envahi l'Égypte. Sans oublier l'épreuve de force avec les États-Unis, les Américains nous ont mis dehors. C'était eux qui menaient la danse à présent, c'était eux les nouveaux leaders de l'Occident. Nous ne pouvions plus être des impérialistes au sens premier du terme, c'est ce que Suez nous a appris. La crise de Suez a touché l'âme du peuple britannique. L'âme de la nation a été atteinte. Notre attitude vis-à-vis du Commonwealth, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la communauté européenne naissante qui devait voir le jour l'année suivante, l'idée que nous nous faisions de notre place dans le monde, le fait de savoir si nous étions encore une grande puissance, tout ceci a subi les contre-coups de la crise de Suez. Et c'est bien sûr la reine qui, plus que quiconque dans le pays, en a été profondément affectée. Elle n'était plus sur le trône que depuis 3 ans, et soudain, tout autour d'elle semblait s'écrouler. C'était un moment très difficile pour la Grande-Bretagne et pour elle-même. Pour beaucoup, la reine a essuyé un cuisant revers. Elle n'est plus que le chef titulaire d'un petit pays européen. Hôpital Édouard VII à Londres, peu après 23 heures. En ce 17 octobre 1963, la reine effectue une visite privée. Harold Macmillan, qui se croit à l'agonie, a décidé de démissionner à la fois de son poste de Premier ministre et de la direction du Parti conservateur. À présent, Macmillan veut choisir son successeur. Respectueux de la prérogative royale qui permet à la reine de désigner le prochain Premier ministre, il décide d'exploiter son amitié avec Élisabeth et d'établir la succession contre les attentes de son parti. Bien que Rab Butler, le Premier ministre adjoint, soit le favori à sa succession, Macmillan lui préfère Alec Douglas Home, un aristocrate écossais féru de chasse. Il rédige un mémorandum destiné à la reine dans lequel il écrit « Lord Home est assurément un homme qui représente l'ancienne classe gouvernante dans ce qu'elle a de mieux, et ceux qui ont une vue raisonnable et impartiale de l'histoire britannique savent quel bénéfice cela peut avoir. Autrement dit, le comte Home est l'un des leurs. » Good evening, sir. So is the leadership decision any clearer now? I've nothing to say about it. We can't congratulate you yet, sir. I've nothing to say about it. When will we know about the leadership, sir? Well, I don't know. But it's settled, actually. De son lit d'hôpital, Macmillan lit à haute voix son mémorandum à la reine, compromettant ainsi fortement les chances de Butler à lui succéder. Je n'oublierai jamais ma première rencontre avec lui. Dès l'instant où j'ai croisé son regard, j'ai su que c'était un homme sournois. Il était résolu à ce que Rab ne lui succède jamais au poste de Premier ministre. Il y était absolument résolu, de son premier jour en tant que Premier ministre jusqu'à son dernier. Je lui reproche de lui avoir barré la route. Il n'a pas conseillé à la reine de le désigner. Il n'a jamais permis à Rab de devenir Premier ministre. Macmillan s'est comporté d'une manière abominable. La reine aime l'idée que le successeur de Macmillan soit un aristocrate qu'elle connaît déjà. Elle nomme donc Alec Douglas Home au poste de Premier ministre et le charge de former un nouveau gouvernement. 2 conservateurs de premier plan, Enoch Powell et Ian MacLeod, refusent de servir sous Home. Ils enragent que la succession ait été décidée par l'aristocratie conservatrice, qu'ils appellent le cercle magique. Home met immédiatement Butler au pied du mur et lui demande de faire partie de son gouvernement. Si Butler refuse, il rend impossible la formation d'un gouvernement. Pour préserver l'unité du parti, il accepte donc la proposition qui lui est faite. Rab n'a jamais de toute sa vie
essayer d'accaparer quoi que ce soit. C'était l'homme le plus désintéressé qui soit. Alors, lorsqu'on lui a demandé de faire partie du gouvernement, il s'est dit que si c'était pour le bien du pays, il devait accepter. J'avais le cœur brisé. Je savais quel Premier ministre merveilleux il aurait fait, et aussi qu'il aurait dû avoir ce poste s'il n'y avait pas eu ces intrigues de Macmillan. Alors, j'ai fait le serment de ne plus jamais adresser la parole à Macmillan, et je m'y suis tenu. 40 years of political life, I've tried to do my best. Macmillan a convaincu la reine de nommer un Premier ministre qui n'est pas passé par les urnes. Elle est comme un lapin paralysé par les feux des phares. D'un côté, Macmillan lui dit qui désigner, ce qui est, soit dit en passant, clairement contraire à la Constitution. De l'autre côté, si elle ne suit pas sa recommandation et nomme Butler, elle se retrouve directement impliquée dans le choix d'un Premier ministre conservateur. S'il y a une leçon qu'elle aurait dû tirer de cet épisode, c'est qu'elle avait on ne peut plus intérêt à sous-peser avec la plus grande circonspection ses pouvoirs ainsi que ceux du Premier ministre de l'époque et à les réduire aux besoins. La reine choisit la branche aristocratique du Parti conservateur. Sa position en tant que chef de l'État impartial est sérieusement compromise. Son impartialité remise en cause, elle décide de se retirer de la politique. Dorénavant, elle reste hors de la mêlée et garde ses opinions politiques pour elle-même. Le 22 janvier 1972, la souveraineté de la reine se voit notablement affaiblie. Le Premier ministre britannique, Edward Heath, signe le traité d'adhésion à la communauté économique européenne. Pour tous ceux qui sont présents ce jour-là à Bruxelles, cette signature fait naître de nouveaux espoirs. 27 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a fait 62 millions de victimes, l'Europe prend la voie d'une unification que certains protagonistes considèrent presque comme miraculeuse. En 1945, nous sortions de la guerre. Nous avions connu 2 grandes guerres au cours du siècle, et depuis, une Europe composée de 25 pays s'est progressivement formée, qui regroupe presque tous les pays importants. Une communauté basée sur la paix, sur la volonté de ne plus s'entretuer, sur la démocratie, sur des gouvernements élus démocratiquement et sur la prospérité. À l'époque, c'était incroyable. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Votre père, comme le mien, n'aurait jamais cru ça possible à cause de ce qu'ils avaient vécu. Et voilà que ça arrivait. Cette signature ne fait cependant pas l'unanimité parmi la population. Dans tout le royaume, des manifestations éclatent. Les opposants à l'adhésion à la CEE estiment qu'un rapprochement avec l'Europe n'est rien d'autre qu'une atteinte à l'indépendance et à la souveraineté britannique. Certains considèrent même cela comme une atteinte directe au pouvoir de la reine. C'était lourd de conséquences, car pour la première fois, le Parlement britannique avait signé un traité selon lequel, si les lois européennes et britanniques entraient en conflit, la loi européenne prévalait. Cela touchait au cœur même de la question de la souveraineté. Depuis ce temps, c'est d'ailleurs la question centrale dans notre relation avec l'Europe. Quelle part de souveraineté pouvons-nous abandonner? Sommes-nous en train de la perdre? Devons-nous y renoncer? C'était donc une étape d'une importance capitale. Signer ce traité signifiait que la Grande-Bretagne acceptait peu à peu, selon moi, son nouveau rôle dans le monde.
La reine a fait part de ses inquiétudes. Elle représentait en effet l'État britannique indépendant. Et voilà que les hommes politiques lui retiraient cette souveraineté dans un monde en voie de globalisation. Avec la signature du traité d'adhésion à la CEE, les Britanniques ne sont plus seulement les sujets de Sa Majesté, mais aussi des citoyens de l'Europe. La souveraineté britannique est affaiblie, non pas par une défaite sur le champ de bataille, mais par une signature sur un morceau de papier. La signature remet également en question la position de la reine en tant que chef du Commonwealth et compromet les relations avec les 53 États membres. La reine a toujours pris très au sérieux son rôle de chef du Commonwealth. Cela fait partie de l'héritage de l'Empire. Mais cet héritage se voit soudain balayé. C'est proprement scandaleux la façon dont le ministre des Affaires étrangères et les gouvernements qui se sont succédés ont caché aux pays du Commonwealth les répercussions que cela aurait. Ils les ont pendant longtemps laissés dans la plus parfaite ignorance. Résultat, aujourd'hui, des gens d'Australie et de Nouvelle-Zélande qui se sont battus à El Alamein doivent, à l'arrivée dans notre pays, se mettre dans la file réservée aux étrangers, alors que les Européens passent la douane beaucoup plus vite. C'est quelque chose qui, bien sûr, a porté atteinte à nos relations avec le reste des pays anglophones. Mais déjà, un autre pouvoir de la reine est sur la sellette. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une politique de décentralisation. Écossais, Gallois et Irlandais sont bien décidés à ravir le pouvoir à Londres. La reine se sent directement menacée. La Constitution a fait d'elle le chef de l'État de tout le Royaume-Uni. Elle sort donc de sa réserve habituelle pour le rappeler au peuple. I number kings and queens of England and of Scotland and princes of Wales among my ancestors. And so I can readily understand these aspirations. But I cannot forget that I was crowned Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Three cheers for Her Majesty the Queen. Hip, hip, hip. Élisabeth II est bien résolue à conserver son autorité en tant que chef du Royaume-Uni et incarnation de l'identité nationale britannique. Dans les années 70, le Royaume-Uni semble sur le point de s'effondrer, déchiré par des conflits politiques, des troubles civils et des actes de terrorisme. La violence en Irlande du Nord s'est propagée à la Grande-Bretagne. La famille royale, de par sa signification symbolique, est une cible clé de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Le 27 août 1979, Lord Louis Mountbatten, oncle du prince Philippe, est en vacances à Mullaghmore, sur la côte nord-ouest de la République d'Irlande. Il réside au Classybone Castle, et jusqu'à présent le temps n'a pas été de la partie. Mais en ce matin du 27 août, le temps s'est éclairci. Mountbatten décide d'emmener sa famille pêcher à bord de son bateau, le Shadow 5. Bien que les troubles en Irlande du Nord soient à leur paroxysme et que le lieu de villégiature de la famille soit de notoriété publique, Mountbatten refuse de se faire escorter par son garde du corps et par la Garda, la police irlandaise. Il pense qu'un homme de 79 ans court peu de risques. Il se trompe. Peu après 11h30, l'IRA fait exploser le bateau.
Apparemment, l'IRA avait placé sous le moteur une bombe reliée à un détonateur qu'ils ont actionné lorsque le bateau a appareillé. Mon père pilotait. Il a donc, Dieu merci, été tué sur le coup. L'un de ses neveux, un des jumeaux, a également été tué avec lui. L'autre a été éjecté hors du bateau. Quant à ma sœur, on l'a retrouvée, la tête sous l'eau, avec juste assez d'air dans ses poumons pour respirer encore quelques secondes. Je me souviens très bien du moment où la bombe a explosé, puis de m'être retrouvé dans la mer avec des petits morceaux de bois tout autour, qui étaient en fait les restes du bateau, mais sans vraiment comprendre ce qui était arrivé, bien sûr, car j'étais à moitié inconsciente. Et qu'est-ce qui vous est arrivé ensuite? Nous avons tous été repêchés. Par chance, c'était un jour férié et il faisait très beau. Il y avait foule au port de Donegal. Parmi eux, des gens très courageux nous ont littéralement repêchés. Ils nous ont sortis hors de l'eau. Nous avons ensuite été transportés à l'hôpital de Sligo. Et nous nous sommes tous retrouvés là-bas. Vous êtes incroyable. Vous savez, dans ces moments, on n'a pas le choix. On doit s'accrocher. Et cela fait partie, comment dire, des vicissitudes de leur métier, les attentats à la bombe. Ils se font une raison. L'assassinat de Lord Mountbatten a sûrement été pour la reine un choc terrible, sans compter que quelques temps plus tard, il y a eu une tentative d'attentat sur le Mall. Quelqu'un a tiré en direction de la reine lors de la parade militaire annuelle qui célèbre sa naissance. Cela a mis en évidence la fragilité de la famille royale. À ce moment-là, ils ont dû comprendre qu'ils étaient une cible facile. Le membre de la famille le plus affecté par la mort de Lord Mountbatten est le prince Charles. La vie ne sera plus jamais la même maintenant qu'il est parti, écrit-il dans son journal intime. Mountbatten était à ses yeux un grand-père, un oncle, un père, un frère et un ami. L'année suivante, le prince de Galles assiste à un match de polo dans le Sussex. Il entame la conversation avec une jeune fille à propos des funérailles de Mountbatten. La jeune fille comprend la solitude et le chagrin du prince, ainsi que son besoin d'avoir quelqu'un pour prendre soin de lui. Elle s'appelle Lady Diana Spencer. Vendredi 20 novembre 1992. C'est l'anniversaire de mariage de la reine et du prince Philippe. Mais les cérémonies sont interrompues par un coup de téléphone. On annonce à Elisabeth que le château de Windsor, sa résidence favorite, est en train de brûler. Les dégâts sont considérables. La bâtisse a besoin d'être reconstruite. Pensant se faire le porte-parole de l'opinion nationale, Peter Brook, le secrétaire d'État au patrimoine, annonce que, puisque le château n'était pas assuré, le gouvernement prendra en charge les réparations, estimées entre 20 et 60 millions de livres. I am quite certain that the Queen will want to see her home restored in the way that we would all think fit. Au début de son règne, la décision de financer les restaurations d'un château royal aurait soulevé peu de commentaires. Mais en 1992, la cote de popularité des Windsor n'a jamais été aussi basse. Après une vague de rumeurs et de scandales, les 3 enfants de la reine sont en procédure de divorce. Anne et Mark Phillips, Andrew et Sarah, Charles et Diana, tous la même année.
La famille royale a perdu la confiance d'une bonne partie de la population qui n'est plus prête à financer son train de vie fastueux. Et soudain, s'est écroulé le socle de moralité, de comportement vertueux, de famille parfaite sur lequel elle avait bâti sa famille et son règne. C'était ce qu'elle avait à offrir, ce qu'elle avait à donner. Et voilà que la preuve était faite qu'au sein de sa famille, au sein de sa famille la plus proche, ses valeurs étaient bafouées. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. Je pense que l'incendie du château de Windsor a été le symbole, en quelque sorte, du bûcher des vanités, du bûcher des membres de la famille royale. C'était le premier signe de la corruption, dans son sens le plus large. L'idée qu'un palais pouvait brûler et que le contribuable devrait payer la note a été considérée pour la première fois comme scandaleuse. Un autre scandale vient aggraver la situation de la reine. On apprend que la famille royale n'est toujours pas soumise à l'impôt. L'opinion publique est outrée. La famille royale peut donc payer pour la reconstruction du château de Windsor. Nous ne voulions pas payer pour des trésors qui nous étaient cachés et qui étaient monopolisés par cette dynastie extrêmement fortunée, laquelle, par-dessus le marché, ne payait pas d'assurance incendie. Pourquoi aurions-nous dû payer ? Les gens étaient écœurés contre ces injustices aussi flagrantes. Non pas qu'ils voulaient que la reine se déplace à bicyclette, mais ils désiraient une monarchie plus modeste, plus raisonnable, moins manifestement inégalitaire. La reine, assez pragmatique pour reconnaître la faiblesse de sa position, fait un discours lors d'un dîner au Guildhall. Elle admet que sa situation est loin d'être assurée. No institution, city, monarchy, whatever, should expect to be free from the scrutiny of those who give it their loyalty and support, not to mention those who don't. Le 26 novembre 1992, John Major annonce que la reine et le prince de Galles paieront à partir de l'année suivante des impôts sur leurs revenus personnels. Her Majesty, some months ago, she asked me then to consider the basis upon which she might voluntarily pay tax, and further suggested that she might take responsibility for certain payments under the current civil list arrangements. The House will be keen to know that the Prince of Wales has made a similar request in regard to the Duchy of Cornwall. Le fait que la reine et la famille royale paient des impôts comme tout un chacun est, il faut bien l'admettre, un principe démocratique absolument capital. Les gens ne s'opposent pas viscéralement à ce que la famille royale soit plus riche que l'immense majorité, évidemment que non. Ils veulent bien qu'elle ait un ou deux palais avec quelques domestiques. En revanche, l'ampleur des dépenses royales comparée au train de vie des autres chefs d'État et le fait que la famille royale soit au-dessus de la loi en ce qui concerne la fiscalité la place en décalage complet. À mon avis, elle devra remédier à cela si elle veut que la monarchie reste populaire. C'est une véritable plaie. C'est un autre exemple qui prouve que la reine, même si elle est considérée par la plupart des gens comme un monarque tout à fait acceptable, n'a pas réformé l'institution qu'elle dirige. C'est, selon moi, la critique majeure que l'on peut faire à son règne. I name this ship Britannia. I wish success to her and to all who sail in her. En 1997, la reine fait de nouveau face au mécontentement populaire sur son train de vie. Le gouvernement décide de désarmer le Britannia, le yacht royal jugé trop coûteux. A piper's finale before the families of those who serve and have served on this, the 83rd Royal Yacht.
Le Britannia a été le théâtre de nombreux souvenirs heureux pour sa famille et le Commonwealth. Quand on le lui retire, Élisabeth pleure en public, pour la première fois. C'est un autre avertissement pour la reine. Désormais, la sécurité financière de la monarchie n'est plus garantie. Son financement futur pourrait bien dépendre du comportement de la famille royale et de sa popularité. Le 31 août 1997, Diana, la princesse de Galles, meurt dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma, à Paris. Divorcée de Charles l'année précédente, Diana avait toujours contesté le comportement de la famille royale. Dans sa mort, elle l'interpelle une dernière fois. Quoi que l'on pense de Diana Spencer, elle avait une relation avec le peuple, avec nous les Britanniques, que la famille royale et la reine n'avaient pas. La reine, distante, lointaine, avec ses gants blancs, est pour les gens une figure traditionnelle, une sorte d'icône intangible, certes, mais elle ne provoque pas l'enthousiasme des foules. Et d'une certaine façon, Diana Spencer était la clé de la continuité de la monarchie, parce qu'elle représentait la monarchie des célébrités. Et cette célébrité, elle la devait à sa relation avec le peuple britannique. Or, ceci constituait une menace pour la monarchie, car elle se retrouvait soudain sous les feux des projecteurs. C'était une personne qui pouvait rire ou pleurer, comme n'importe qui. La monarchie s'est comportée avec elle d'une manière épouvantable. Elle avait manifestement épousé quelqu'un qui en aimait une autre. Lorsqu'elle est arrivée au palais, personne ne s'est occupé d'elle. C'était une jeune femme belle et pleine d'espoir. Elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Or, personne ne le faisait. Elle nourrissait donc beaucoup de rancœur à leur égard. Et je pense qu'elle a saisi toutes les occasions pour prendre sa revanche. Ce devait être terrifiant pour eux d'avoir comme ennemi cette créature sublime dont le monde entier était amoureux. Grâce à son glamour et son engagement pour des œuvres de charité, Diana éclipse souvent le reste de la famille royale qui paraît à côté d'elle, bien morne et vieillotte. Diana, la princesse de Galles, participait à des œuvres de charité comme AIDS et Landmines contre les mines antipersonnelles. Cela devait être très frustrant pour la famille royale qui avait été au premier plan des œuvres de bienfaisance au Royaume-Uni depuis un siècle. Les Kent et les Gloucester s'étaient dépensés sans compter pour améliorer la vie des gens par les œuvres de charité. Et soudain, voilà ce phénomène incroyable qui leur raflait la vedette sur la scène internationale. Mais c'est la mort de Diana qui met vraiment au défi la famille royale, requise soudain de montrer son émotion et de montrer qu'elle est somme toute humaine. Mais au lieu de cela, elle se replie sur elle-même. Quelques heures seulement après l'annonce de la nouvelle à la famille qui réside à Balmoral, on demande aux enfants d'aller à la messe, durant laquelle il n'est fait mention ni de l'accident, ni du décès de leur mère. À l'extérieur du monde confiné de Balmoral, la nation connaît des scènes d'hystérie collective. Quand la famille royale rentre à Londres, elle comprend qu'elle n'est plus en phase avec l'opinion publique. Cela doit faire partie des choses les plus terribles qui puissent arriver à un monarque. Le fait de perdre la confiance du peuple, de perdre le contact avec lui. Ne pas être aimé est pratiquement la pire chose, après le fait d'être décapité, bien sûr, qui puisse arriver à un monarque. Or,
Il était on ne peut plus manifeste que la loyauté et l'amour d'une grande partie du peuple britannique allaient à la belle-fille morte, en froid avec la famille, plutôt qu'à la reine. Elle n'a pas vraiment le sens des contacts humains. Je ne crois d'ailleurs pas qu'elle puisse l'avoir, étant donné l'immense fossé qui sépare la monarchie du reste des gens. C'est, je pense, un des problèmes de la monarchie, car elle crée des distinctions artificielles qui rendent impossible toute empathie pour les autres. C'est le problème qui s'est posé au moment de la mort de Diana. Le gouvernement suggère à la reine que le seul moyen de regagner la confiance de la nation est de s'adresser directement au peuple. What I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. You felt that those words must have been almost wrenched out. On sentait que les mots avaient pratiquement dû lui être arrachés de la bouche, car ce n'est pas ainsi qu'elle est habituellement. Ce n'est pas lié à Diana, mais au fait que c'est une personne impassible, qui n'aime pas montrer ses émotions. Alors, aller ainsi vers ces sujets, on voyait presque l'effort que ça lui demandait. Avec la mort de Diana, la reine comprend qu'elle ne peut plus considérer l'affection du peuple britannique comme acquise. Le 9 avril 2005, Élisabeth II autorise son fils Charles à faire ce que son oncle Édouard VIII n'a pas pu faire: épouser une femme divorcée. Bien qu'elle n'ait jamais aimé changer de position morale, la reine est assez pragmatique pour reconnaître qu'en donnant son aval au mariage, elle évite à Charles de futurs problèmes. Charles a dit que sa relation était non négociable. Pour la reine, c'était une défaite. Elle a dû se sentir blessée et outrée que cette femme fasse parler ainsi d'elle en ayant une relation hors mariage. Alors, qu'est-ce qui est pire? Entretenir une relation hors mariage, au vu et au su de tout le monde, ou bien épouser une femme divorcée, un des plus grands tabous dans la famille royale depuis l'abdication d'Édouard VIII. Et l'histoire entre Margaret et Peter Townsend. À la fin, elle a choisi la solution la moins mauvaise. Charles, have you resolved to be faithful to your wife, forsaking all others so long as you both shall live? That is my resolve with the help of God. En tant que chef de l'Église d'Angleterre, la reine a toujours émis des réserves sur le remariage des divorcés. Mais elle sait que le futur de la monarchie sera mieux assuré si Camilla est l'épouse de Charles, plutôt que sa maîtresse. Elle va devenir reine. Le palais préfère ne pas évoquer le sujet, mais c'est ce qui se passera et c'est normal. Dans la loi britannique, une femme a le même rang et le même statut que son époux. On ne peut pas passer vraiment outre. À l'étranger surtout, on ne comprendrait pas. Un roi d'Angleterre dont l'épouse serait duchesse, c'est absurde. L'épouse d'un roi est une reine, c'est aussi simple que ça. La reine a fait tout ce qu'elle a pu pour faciliter sa succession. Elle a défendu les valeurs de continuité et de pérennité, ne se résolvant au changement que lorsqu'elle était au pied du mur, ou lorsqu'elle pensait que l'avenir de la monarchie était en jeu.
Mais cette volonté de continuité n'a-t-elle pas retardé la création d'une monarchie moderne ? Lorsqu'elle est montée sur le trône, la Grande-Bretagne était un pays complètement différent de ce qu'il est actuellement. Les choses ont changé du tout au tout. La morale personnelle, ce en quoi les gens croient, comment ils dépensent leur argent, comment ils s'habillent, comment ils se comportent, leur idée de la famille, leurs attentes vis-à-vis des institutions. Et face à cela, le principe absolu qui guide la reine est de changer aussi peu que possible ce qui est une façon aberrante de se comporter. On ne peut pas gouverner une monarchie moderne avec ce genre de ligne de conduite, car tôt ou tard, on est rattrapé par les événements. Au début de son règne, la monarchie semblait un peu anachronique. Mais aujourd'hui, c'est une institution franchement d'un autre âge. Les Britanniques sont assez ambivalents à ce sujet. D'un côté, ils avalent tous les ragots, vrais ou faux, qu'on leur sert sur la famille royale. Ils critiquent leur façon de s'habiller, ils accordent de l'importance à des affaires insignifiantes. Par exemple, le prince Harry portant la svastika. Le public se délecte de ce genre d'histoire. Mais à d'autres moments, comme la mort de la reine-mère, l'humeur change complètement. Et les mêmes gens font la queue pendant des heures pour passer devant Westminster Hall. La magie n'a donc pas disparu. Il y a toujours autant de monde sur le Mall pour célébrer le 8 mai ou le jubilé de la reine Victoria. Je pense que pendant le règne de la reine s'est produit un phénomène d'érosion. Elle n'est plus un monarque impérial. John Osborne appelait la monarchie un plombage en or dans une bouche pleine de dents pourries. Je pense qu'il y a de ça. Les lords ont disparu, les grandes familles ont disparu, l'empire a disparu, mais le plombage en or, lui, est toujours là. Énormément de choses ont changé avec le temps depuis 1952. À bien des égards, notre pays n'est plus le même. La seule chose qui reste immuable, c'est la reine. Son attitude vis-à-vis de son devoir, son attitude vis-à-vis de l'honneur, de la religion, de la dignité. Elle dégage un sentiment de majesté, de véritable majesté, dans un monde moderne dépourvu de toutes les choses que je viens de mentionner. Pendant plus de 50 ans, Élisabeth II a régné avec un sens moral inébranlable. La reine a accompli son devoir. Mais a-t-elle fait assez pour garantir la monarchie ? Je pense que la monarchie, en tant qu'institution, ne durera pas très longtemps une fois que la reine aura quitté le trône, après sa mort ou son abdication. Je pense qu'il y a chez Élisabeth l'intuition qu'elle représente le dernier monarque acceptable.